3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est à nos côtés, le directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker nous accompagne, Senior Economic Advisor chez Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Et Igor Demac est également avec nous, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bon, ces questions tarifaires reviennent sur le devant de la scène avec la deuxième vague, la nouvelle vague de tarifs dits réciproques qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er août. C'est le constat que je dressais en introduction. Igor, pour des marchés d'actifs risqués, que ce soit les actions ou le crédit, ça a l'air d'être devenu presque un non-sujet. Oui, c'est un non-sujet, mais bon, les marchés, ils bougent plus tellement depuis quelques mois non plus. Ils baissent, ils remontent. Bon, on attend la saison des résultats, je pense, qui ne seront pas encore vraiment impactés par ces droits de douane. Donc, je dirais que les messages qu'on a du consensus, c'est plutôt qu'on attend des bonnes surprises, en tout cas une espèce de maintien de la microéconomie face à la macroéconomie qui commence, elle, à anticiper le coût et puis qui se voit déjà dans l'aggravation chez certains comme la France du déficit ou des enquêtes qui montrent que l'inquiétude sur la consommation est présente partout, puisque les droits de douane, ça fait monter les prix et que les revenus ne sont pas censés augmenter énormément chez les ménages. Donc, on va être calé peut-être le 1er août, peut-être pas, peut-être que ça va être repoussé. Oui, donc, en fait, personne ne le sait, ni même peut-être Donald Trump. C'est aussi pour ça que les marchés actions ne réagissent pas. En revanche, le marché directeur des taux, lui, réagit. Donc, lui, il scrute les trajectoires budgétaires et puis aussi les trajectoires plus long terme de croissance potentielle du PIB, parce que l'exceptionnalisme américain était fondé sur une croissance notoirement plus importante que l'Europe, notamment. La Chine ayant aussi beaucoup baissé dans ses prévisions de croissance, enfin dans sa capacité de 10 à 5, entre guillemets. Bon, et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question moyen-long terme que les taux d'intérêt sont censés, en tout cas sur la partie longue de la courbe, à laquelle les taux sont censés apporter une réponse. Mais restons sur la micro, ça m'intéresse. On peut encore compter sur la résilience des corporates, de corporate America, la capacité à être agile dans un environnement toujours plus, je ne sais pas comment dire, frictionnel peut-être. Je crois que si vous regardez la pondération des indices et la masse de résultats produits par les valeurs technologiques, vous avez déjà la réponse. C'est-à-dire, si elles publient bien, je ne dis pas que le reste doit mal publier, mais c'est d'abord un point de focalisation pour tous les investisseurs. Et puis, c'est des masses tellement importantes que c'est déjà un leapfrog, un saut de mouton. On ne regarde pas trop le problème tarifaire. On se dit que ça marche dans la techno US. Et la techno US, c'est la suprématie US. Ouais. Et c'est America Inc. Et c'est America Trump. Ouais. Et c'est donc logique, légitime, d'avoir vu le retour des marchés américains ces dernières semaines, depuis le point bas d'avril, emmené justement par ce secteur de la technologie et à nouveau ce groupe de valeurs, alors plus ou moins homogène. Il y en a 5, il y en a 6, il y en a moins, il y en a 7, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Nvidia se rapproche de plus en plus des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière après avoir perdu peut-être 30% en ligne droite au moment de libération des investisseurs sur ces valeurs, c'est la faiblesse du dollar. Enfin, pour un investisseur non-résident américain, c'est là où on peut dire, ça vaut un peu moins cher, ou alors j'ai un peu plus de pouvoir d'achat pour les acheter. Mais sinon, je ne vois pas de changement d'attitude de la part des investisseurs sur ces valeurs. Mais peut-être que vous, oui. Mais... Non, mais je vois pas. Non seulement il n'y a pas de changement d'attitude, mais j'ai l'impression que pour le retail, pour le particulier américain, ça reste des cibles d'achat, quoi qu'il arrive. Tesla, peut-être pas, mais... peut-être pas Tesla. En tout cas, les grands, très solides, oui. La question du dollar et des taux, effectivement, Igor, de manière très pragmatique, quand on rentre un nouveau client chez Vital Épargne, on le couvre sur ses actifs en dollars aujourd'hui. C'est pas naturel de se couvrir contre la baisse du dollar dans un portefeuille. C'est ce qu'on disait auparavant. Le risque de change, il est très important pour les produits à rendement fixe. Puisque le risque de change, c'est un risque variable. On se couvrait sur les obligations. Ça, on couvrait le risque de change. On a une rémunération variable. Donc en général, on ne couvre pas le change. Les clients qui sont en zone euro, il y en a peu qui veulent du dollar. Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout à la mode de vouloir du dollar parce que ça baisse, mais c'est justement quand ça baisse qu'il faut acheter. Déjà, après la dédollarisation, je n'irai pas trop vite en besogne. Ça, c'est quand les matières premières ne seront plus libellées en dollars. Mais quand j'entends des gens dire oui, l'or a monté, oui, mais en euros, elle a baissé. Non, oui. Voilà, donc... faut corriger de 10%. Voilà, donc... Un bon 10%. Moi, je ne fais pas de gestion monétaire, de gestion cambiste. Forex, Forex, parce qu'en fait, c'est très, très dur. Je
pense qu'il faut accepter le fait que les economics moyen-long terme des États-Unis sont vus comme plus faibles qu'avant. C'est le message que nous donne le dollar. Est-ce que c'est tendanciellement vrai et dans quelle mesure? Parce que si on passe de 3% de PIB nominal potentiel à 2, voire 1,5, c'est sûr que le monde va vraiment changer. L'hégémonie américaine va vraiment se réduire au fur et à mesure. Mais je reprends ce qui a été dit, c'est les États-Unis, 80-90% de la circulation des capitaux dans le monde. Ça, si ça change, et ça devrait normalement changer, parce que c'est pas possible d'avoir un pays, certes, qui représente 25% du PIB mondial, mais qu'est-ce qu'on fait des 75 ? Alors, ils auront des problématiques de monnaie, convertible ou pas, c'est la Chine. Nous, on a une très belle monnaie, entre guillemets, qui pourrait servir. On n'arrive pas à donner une image suffisamment forte et saine, alors que nos comptes publics globaux sont plutôt en voie d'assainissement. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Et puis, il y a un autre enjeu, alors plus long terme, c'est le vieillissement démographique, et qui influe beaucoup sur le potentiel acheteur d'obligations, parce que plus on vieillit, moins on prend de risques, plus on achète des obligations. Et ça vient contrebalancer un peu ce que vous dites sur la hausse des rendements. Parce que vous avez des acheteurs naturels. Avec le vieillissement de la population, on va trouver des acheteurs marginaux de dettes obligataires. Avec quelqu'un qui m'a dit il faut avoir 100 moins son âge en action. Donc quand on a 100 ans, on n'a plus d'actions. Pas mal, je ne connaissais pas la formule. D'accord. 100% moins son âge. Donc voilà. Mais non, c'est normal, on prend beaucoup moins de risques à la fin de sa vie. Bien sûr. On doit et on veut transmettre quelque chose de. Donc ça, c'est aussi des contre-effets. Donc c'est quand même très dur de penser dans 10, 15, 20 ans comment sera le monde. Parce que, mais à ce stade, d'accord avec ce que disait Pierre-Alexis, le renversement de la hiérarchie des risques sur les marchés. Oui. Ouais, d'accord. Complet, c'est très dur de gérer les taux aujourd'hui. Donc on fait un peu de crédit à yield, parce que ça, c'est un peu de l'actif risqué, c'est un peu une gestion action. C'est une gestion fonda, on regarde la qualité de crédit. Mais tous les gérants obligataires qu'on rencontre, ils ont beaucoup de mal à nous dire le point de courbe, là, il est intéressant. Ils sont pris à revers tout le temps. Et le problème, c'est que quand on fait la gestion obligataire, c'est une gestion qui ne doit pas perdre de l'argent. Donc, quand vous avez des VL qui sont négatives, le client, il n'est vraiment pas content. Parlons de l'Europe aussi dans ce contexte. Igor, alors ça a été un des thèmes de ce premier semestre, et notamment du début du premier semestre, l'idée que l'Europe avait des atouts à faire valoir face à une Amérique un peu troublée, perturbée par l'administration actuelle. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là ? Est-ce que l'Europe gagne en confiance vis-à-vis des investisseurs au fur et à mesure que les États-Unis en perdent ? Peut-être un peu, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu un argument marginal, intellectuel, qui ferait très plaisir à une sphère politico-médiatique. On aime en discuter, quoi. Ce qui est vrai, c'est que l'euro est une monnaie de réserve internationale. Bon, ça c'est un fait. Pas suffisamment, mais c'est un fait. Donc ça a la capacité d'absorber pas mal de flux. En termes de croissance, on est très médiocre. En termes de gouvernance, si on prend les grands pays, la France, l'Allemagne, c'est quand même pas très rassurant. Alors si on prend l'Espagne, l'Italie ou les pays scandinaves, la gouvernance institutionnelle, les pouvoirs en place sont plutôt crédibles, parce que derrière la défiance et la hausse des taux d'intérêt sur la dette publique, c'est bien sûr les dérapages, mais c'est surtout la défiance vis-à-vis du pouvoir en place et de la personne qui l'incarne. La gouvernance, voilà, quoi. La gouvernance. Mais donc, même sujet aux États-Unis, oui, c'est ça. Chez nous... bien que les marchés soient très composés. C'est un sujet ESG, quoi. Oui, Schmerz, il a quand même été élu au deuxième coup, donc c'est très bancal. Donc les patrons allemands, ils sont quand même pas très tranquilles avec cette situation. Et donc c'est vraiment une défiance. Et aux États-Unis, on a une certaine défiance, pas tellement sur l'institution américaine, mais sur les ups and downs des discours. Et quand on traduit ça du point de vue des marchés actions, le marché action européen aujourd'hui est à son prix dans son ensemble. Quand on a dit ça... Le marché européen, il sera toujours décoté par rapport au marché américain. Donc 90% des flux iront de l'autre côté de l'Atlantique. Déjà, ça c'est une... Donc ça n'a pas changé. Hein. Bon, vous voyez, la semaine dernière, encore les flux repartent vers les actions et la tech américaine. Alors, deux choses. Les discussions sur les tarifs ont déjà fait une partie du boulot, c'est-à-dire faire baisser le dollar et faire monter toutes les autres monnaies exportatrices, francs suisses, euro, etc. Donc ça, c'était quand même son premier objectif. Il l'a atteint. Nous, on a une monnaie assez forte. On a des sous-classes d'actifs, les small limits, qui se sont réveillés. Il n'y a pas besoin de beaucoup de flux pour les faire monter, mais c'est quand même quelque chose de notable. Et ensuite, moi, je dirais les grandes valeurs internationales qui font le même job que les grandes valeurs américaines, type Airbus, qui sont portées par une dynamique, ça, il faut les acheter. Entre guillemets, elles sont chères, elles sont au plus haut. J'entends.
Mais si on a des choses internationales en Europe à acheter, c'est ces valeurs-là qui sont très solides, qui ont un process industriel, de la techno. Voilà. Après, on peut aller vers les valeurs des côtés. Hein. On parlait des spiritueux. S'ils sont dans l'exception, on regarde le cours de Pernod Ricard. Ça y est, c'est value, oui, ces boîtes-là. Mais ça peut être dans un mois plus le cas. Enfin, là, c'est le sujet chinois qui a été réglé. Le sujet américain, il est encore... Oui. Voilà, on peut faire ça. Donc l'Europe a des marchés de capitaux qui sont achetables, mais toujours avec du stock, du sector picking. Ça ne remplacera pas dans une allocation le poids des actions américaines, ça j'entends bien. Les valeurs techno américaines, et ils vont vous dire toujours ouais, mais pourquoi j'en ai pas, etc. Alors c'est plus facile maintenant qu'il y a Trump et qu'il fait des facéties orales, donc ils ont un peu. Mais les faits montrent que les perfs sont quand même exceptionnels encore. On peut garder une forme de confiance des marchés. Ce qui est inquiétant dans la situation française, au-delà des éléments techniques mentionnés, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent plus d'où vient le déficit, enfin c'est un tonneau des Danaïdes. La dérive. La dérive. On n'arrive pas à identifier même d'où ça vient. Donc ça c'est gênant et en fait les marchés sont confiants tant qu'il n'y a pas d'événement institutionnel. Type dissolution, démission, quelque chose qui fragilise. Redissoudre pourrait entraîner une crise financière ou un... Voilà. D'accord. Dès que l'institution 5e République va être un petit peu tanguée, ils vont regarder la dette. Pour l'instant, on va avoir une communication comme d'habitude, parce qu'on est les as de la communication, qui va probablement noyer le poisson, on va promettre des choses qu'on ne fera pas, puisque c'est quand même depuis 1974 ce qu'on fait, donc pourquoi pas continuer. Et je pense que les marchés peuvent, entre guillemets, s'accommoder de ça pour les raisons évoquées. C'est trop gros, la dette publique française, c'est la deuxième dette traitée. Le marché action français, c'est le CAC 40 est un des indices les plus répliqués au monde, après les indices anglo-saxons. Ouais. On fait partie d'une chaîne, heureusement, parce que ça nous laisse un peu dans le globalisme et le capitalisme, mais on n'a aucun impact sur des changements structurels. Et vous l'avez ressenti auprès des clients, une forme de désaffection pour les actifs français traditionnels, les actions, le CAC, ça s'est matérialisé Pas plus qu'avant, je dirais, pas plus qu'avant. Les performances de ces actions françaises sont un peu en dessous. Ouais, mais il y a eu un bon... C'est lié à la composition aussi, j'imagine, des indices. Parce que le luxe est complètement effondré, donc, mais si vous regardez Airbus, Safran, Schneider... C'est des super perfs, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management, Igor Demac, Vital Épargne et Hervé Gouletker, Accuracy.